Aujourd'hui, Victor Hugo, Ruy Blas. Donc Victor Hugo, poète, dramaturge, écrivain, romancier, dessinateur romantique français, né en 1802 et mort en 1885 à Paris. Il est considéré comme l'un des plus grands écrivains français, sinon le plus grand. Il a écrit plus de 150 000 vers. Son œuvre, c'est 57 volumes dans l'édition complète, 122 titres d'ouvrages, des dizaines de milliers de lettres dans la correspondance. Il est le père du courant romantique, il est aussi une personnalité politique et une figure de l'intellectuel engagé. Il est le premier écrivain français à avoir eu des funérailles nationales suivies par 2 millions de personnes et 2000 délégations nationales et étrangères à Paris en 1885. C'est le fils d'un général et comte d'Empire, sous Napoléon Ier. Il commence à écrire très tôt, à l'âge de 14 ans, il veut devenir Chateaubriand ou rien. Après avoir remporté de nombreux prix de poésie, dès l'âge de 15 ans, il publie son premier recueil, Aude, en 1821 à 19 ans, et remporte un succès certain. Le roi Louis XVIII lui accorde une pension, ce qui lui permet de vivre de sa plume. Il épouse Adèle Fouché en 1822. Suit une liste impressionnante d'œuvres, dont les plus célèbres sont Notre-Dame de Paris en 1831, Les Misérables en 1862, 20 recueils de poésie, des romans, des pièces de théâtre, des essais, des discours et sa correspondance. Il poursuit en parallèle une carrière politique qui l'amène du royalisme, très jeune, à la droite conservatrice en 1849, sa première élection, puis du côté des républicains contre Napoléon III après le coup d'État de 1851. Il va s'exiler par 3 fois, en Belgique, puis à Jersey de 1852 à 1854, puis à Guernesey de 1854 à 1870. Il s'oppose à la répression de la Commune de Paris, il continue sa carrière littéraire et politique, lutte contre la misère et l'analphabétisme. Au niveau théâtre, c'est en 1827 que paraît Cromwell, pièce qui casse les règles de la tragédie classique. Sa pièce Hernani, en 1830, provoque un scandale avec bagarre dans la salle. Elle est soutenue par Dumas, Théophile Gautier, Gérard de Nerval, contre les partisans de l'Académie. Elle est le prototype du drame romantique. Donc, Ruy Blas, 1838. L'histoire. Un grand d'Espagne, dont Salus de Bazan, disgracié par la reine pour avoir séduit et refusé d'épouser une de ses filles d'honneur, veut se venger. Comme son cousin, dont César de Bazan, noble dévoyé sous le nom de Zaffari, mais resté chevaleresque, refuse de l'aider, il le fait enlever et lui substitue Ruy Blas, son valet. Cet homme du peuple, intelligent et rêveur, aime la reine en secret. À l'acte 3, la jeune femme, femme du roi Charles II, s'ennuie. L'indifférence de son mari, obsédé de chasse, l'ennuie mortellement. Or, sur un banc du parc, chaque jour, un inconnu dépose pour elle un bouquet de fleurs et vient d'y laisser une lettre. Elle y reconnaît la main de Don César, donc de Ruy Blas. Ensuite, devenu Premier ministre par la faveur de la reine, Ruy Blas veut faire réagir ses collègues qui pillent l'État. Il mérite ainsi l'aveu d'amour et le baiser de sa souveraine, donc dans cette scène 3 que nous allons lire aujourd'hui. Oh, merci. Ciel. Vous avez bien fait de leur parler ainsi. Je n'y puis résister, duc. Il faut que je serre cette loyale main si ferme et si sincère. La fuir depuis 6 mois et la voir tout à coup. Vous étiez là, madame? Oui, duc, j'entendais tout, j'étais là. J'écoutais avec toute mon âme. Je ne soupçonnais pas ce cabinet, madame. Personne ne le sait. C'est un réduit obscur que Don Philippe III fit creuser dans ce mur, d'où le maître invisible entend tout comme une ombre. Là, j'ai vu bien souvent Charles II,
morne et sombre, assister au conseil, où l'on pillait son bien, où l'on vendait l'État. Et que disait-il? Rien. Rien. Et que faisait-il? Il allait à la chasse. Mais vous, j'entends encore votre accent qui menace, comme vous les traitiez d'une haute façon, et comme vous avez superbement raison. Je soulevais le bord de la tapisserie, je vous voyais. Votre œil irrité, sans furie, les foudroyait d'éclairs, et vous leur disiez tout. Vous me sembliez seul être resté debout. Mais où donc avez-vous appris toutes ces choses? D'où vient que vous savez les effets et les causes? Vous n'ignorez donc rien? D'où vient que votre voix parlait comme devrait parler celle des rois? Pourquoi donc étiez-vous, comme eût été Dieu même, si terrible et si grand? Parce que je vous aime, parce que je le sens bien, moi qu'ils haïssent tous, que ce qu'il faut crouler s'écroulera sur vous. Parce que rien n'effraie une ardeur si profonde, et que pour vous sauver, je sauverai le monde. Je suis un malheureux qui vous aime d'amour, hélas. Je pense à vous comme l'aveugle au jour. Madame, écoutez-moi, j'ai des rêves sans nombre. Je vous aime de loin, d'en bas, du fond de l'ombre. Je n'oserais toucher le bout de votre doigt, et vous m'éblouissez comme un ange qu'on voit. Vraiment, j'ai bien souffert. Si vous saviez, madame, je vous parle à présent, 6 mois cachant ma flamme, j'ai fui, je vous fuyais, et je souffrais beaucoup. Je ne m'occupe pas de ces hommes du tout. Je vous aime. Ô mon Dieu, j'ose le dire en face à votre majesté, que faut-il que je fasse? Si vous disiez « Meurs, je mourrai, j'ai l'effroi dans le cœur. » Pardonnez. Oh, parle, ravis-moi! Jamais on ne m'a dit ces choses-là. J'écoute. Ton âme, en me parlant, me bouleverse toute. J'ai besoin de tes yeux. J'ai besoin de ta voix. Oh, c'est moi qui souffrais, si tu savais. 100 fois depuis 6 mois que ton regard m'évite. Mais non, je ne dois pas dire cela si vite. Je suis bien malheureuse. Oh, je me tais. J'ai peur. Oh madame, achevez, vous m'emplissez le cœur. Eh bien, écoute donc. Oui, je vais tout lui dire. Est-ce un crime? Tant pis. Quand le cœur se déchire, il faut bien laisser voir tout ce qu'on y cachait. Tu fuis la reine? Eh bien, la reine te cherchait. Tous les jours, je viens là, dans cette retraite, t'écoutant, recueillant ce que tu dis, muette, contemplant ton esprit qui veut, juge et résout, et prise par ta voix qui m'intéresse à tout. Va, tu me sembles bien le vrai roi, le vrai maître. C'est moi depuis 6 mois, tu t'en doutes peut-être, qui t'ai fait par degrés monter jusqu'au sommet. Où Dieu t'aurait dû mettre, une femme te met. Oui, tout ce qui me touche à tes soins. Je t'admire, autrefois une fleur, à présent un empire. D'abord je t'ai vu bon, et puis je te vois grand. Mon Dieu, c'est à cela qu'une femme se prend. Mon Dieu, si je fais mal, pourquoi dans cette tombe m'enfermer, comme on met en cage une colombe, sans espoir, sans amour, sans un rayon doré? Un jour que nous aurons le temps, je te dirai tout ce que j'ai souffert. Toujours seule, oubliée, et puis à chaque instant je suis humiliée. Tiens, juge, hier encore. Ma chambre me déplaît, tu dois savoir cela, toi qui sais tout. Il est des chambres où l'on est plus triste que dans d'autres. J'en ai voulu changer. Vois quels fers sont les nôtres, on ne l'a pas voulu. Je suis esclave ainsi. Oui, il faut. Dans ce but, le ciel t'envoie ici. Sauver l'État qui tremble et retirer du gouffre le peuple qui travaille. Et m'aimer. Moi qui souffre. Je te dis tout cela sans suite, à ma façon, mais tu dois cependant voir que j'ai bien raison. Madame, Don César,
Je vous donne mon âme, reine pour tous, pour vous, je ne suis qu'une femme. Par l'amour, par le duc, par l'amour, par le cœur, duc, je vous appartiens. J'ai foi dans votre honneur pour respecter le mien. Quand vous m'appellerez, je viendrai. Je suis prête. Ô César, un esprit sublime est dans ta tête, sois fier, car le génie est ta couronne à toi. Adieu.